Bonsoir. Laissez-moi d'abord, évidemment, remercier la Principauté d'Andorre pour cette invitation. Moi qui descends aussi d'une montagne escarpée, qui est celle du Liban, et de vallées étroites comme les vôtres, et de terrasses en culture, je ne me suis pas trouvé dépaysé dans vos paysages. Et vraiment, je remercie de cet accueil très chaleureux des autorités de la Principauté, du ministre des Affaires étrangères, de Madame la ministre de l'Éducation et de tous les collaborateurs qui ont organisé cette belle université d'été. J'ai un peu mauvaise conscience à rajouter sur les jours précédents encore des complications et encore des nuances et encore des vocabulaires différents qui peut-être ne vous sont pas familiers. Évidemment, j'ai certes un regard biculturel, c'est-à-dire qu'il est à la fois européen, mais il est aussi celui d'une personne qui habite de l'autre côté de la Méditerranée, qui vit les choses différemment de la façon dont les vivent les Européens, et qui, mon Dieu, s'efforce de comprendre l'histoire compliquée de l'Europe et l'histoire compliquée du Moyen-Orient, mais souvent, je pense que la nôtre est en réalité beaucoup plus simple que la vôtre. Simplement, elle est l'objet de tellement de manipulations de type idéologique qui permettent justement les phénomènes de puissance géopolitique qu'évidemment la déconstruction de la façon dont est perçue l'histoire de ce qu'on appelle aujourd'hui le conflit des civilisations n'est pas du tout une œuvre facile. Et en 40 ou 45 minutes, essayer de donner un éclairage différent n'est pas évident. Toutefois, l'intitulé de mon intervention comporte 3 mots sur lesquels je vais m'arrêter un instant, parce que je pense que pour pouvoir se comprendre, il faut s'entendre sur les définitions. La géopolitique, pour moi, la géopolitique, c'est d'abord l'analyse des phénomènes de puissance de certains États, de certains systèmes de gouvernement, à l'échelle régionale ou, dans un monde globalisé, évidemment, à l'échelle internationale, ce qui était déjà le cas depuis, en fait, le XVIe siècle. On nous présente la globalisation comme quelque chose de neuf. En réalité, depuis le XVIe siècle, grâce à l'intrépidité des découvreurs européens, et notamment ceux de la péninsule ibérique, le monde est devenu un grand village. Et donc, parler de géopolitique veut dire parler de la façon dont les États puissants ou les petits États qui doivent se défendre des États plus puissants qu'eux agissent dans l'ordre international ou dans l'ordre régional. Alors, souvent, on pratique une certaine forme de terrorisme intellectuel, sitôt qu'on déconstruit la raison d'État, les intérêts supérieurs d'une nation ou d'une puissance, les prétendues valeurs de civilisation, on vous dit « Ah, mais c'est la théorie du complot ». Je crois que la géopolitique, c'est essentiellement la planification de la puissance, et la planification de la puissance suppose que l'on mène très souvent des actes de déstabilisation dans les régions ou dans les pays ou dans les sociétés où l'on désire avoir une position hégémonique. Les intérêts peuvent être purement matériels, mettre la main sur des ressources naturelles, mettre la main sur des ressources humaines quand on manque de population. Elle peut être la puissance pour la puissance, militaire, politique, et évidemment créer des affinités de type ethnique et de type religieux peut aider à réaliser des desseins de puissance géopolitique. Ça paraît une évidence, mais en réalité,
elle est très peu mise en avant quand on parle de géopolitique, parce qu'aujourd'hui, on ne parle que de valeurs judéo-chrétiennes d'un côté, arabo-musulmanes de l'autre, et l'on ne parle pas du tout des intérêts géopolitiques qui peuvent exister dans les parties concernées au conflit. Alors, religion, évidemment, quand je parle de religion ici, bien que je parlerai d'une différence fondamentale entre les religions monothéistes et les religions polythéistes, mais mon approche n'est pas du tout une approche essentialiste ou culturaliste des religions. Mon approche est simplement de montrer l'instrumentalisation de la religion, laquelle instrumentalisation peut aussi parfois venir d'un inconscient collectif que je décrirai d'ailleurs dans la première partie de mon exposé. Je décrirai après, dans la seconde partie, comment on a cru à un moment qu'on s'était débarrassé du mauvais usage de la religion, de l'instrumentalisation de la religion dans la politique internationale, notamment après les guerres de religion, avec la philosophie des Lumières, avec le rêve de Kant, du cosmopolitisme kantien, qui a quand même donné naissance à la Société des Nations et puis aux Nations Unies. Et je vais essayer de découvrir avec vous, dans un troisième temps, des événements qui sont très peu mentionnés dans les analyses, parce qu'elles sont trop axées sur l'essentialisme des religions, mais 5 grands événements qui vont faire rebasculer le monde dans un monde où le religieux est de nouveau instrumentalisé autant qu'il a pu être aux époques sombres ou glorieuses de nos histoires en Europe ou de l'autre côté de la Méditerranée. Et en conclusion, j'essaierai de voir comment nous pouvons sortir du cercle vicieux d'un discours qui légitime les politiques de puissance, de contre-puissance, de résistance, à partir d'un discours religieux, à partir de concepts religieux, à partir de vocabulaire religieux, souvent simpliste, souvent fanatique, pour recréer ce que personnellement j'appelle un espace républicain international qui a totalement disparu. Dans un de mes précédents ouvrages, traduit en espagnol d'ailleurs, qui était La question religieuse au XXIe siècle, je terminais l'ouvrage par un appel à républicains du monde entier, unissez-vous, parce que les turbans et les tiares nous menacent. Alors, je voudrais commencer par cette distinction fondamentale entre les 3 religions monothéistes auxquelles nous appartenons et les religions païennes, polythéistes, les religions qui sont des sagesses de type bouddhique, les religions cosmiques, parce que je pense qu'il y a une différence de nature très importante qui a des conséquences politiques fortes, parce qu'elle joue sur un inconscient collectif des sociétés monothéistes, qui sont donc le judaïsme, le christianisme et l'islam, qui se réclament tous d'un même ancêtre, je le rappelle, qui est Abraham, et des religions qui peuvent accommoder un syncrétisme religieux. Et je me souviens, ça m'avait frappé, il y a quelques années, nous étions en Thaïlande, ma femme et nos enfants et moi, et nous visitions de superbes temples, et on avait un guide qui était extrêmement pieux, qui nous faisait visiter tous les temples, et devant notre émerveillement sur l'art bouddhique, nous demande si nous ne voulons pas nous convertir au bouddhisme. Pour un monothéiste tel que je le suis, même si je suis agnostique, j'ai trouvé la question surprenante. Et puis mon interlocuteur m'a dit, mais vous savez, vous pouvez rester chrétien, il n'y a aucun problème.
nous acceptons tout à fait que vous gardiez votre